Imagine une scène très simple. Tu te réveilles un matin en France. Tu ouvres ton téléphone. Tu regardes les infos, vaguement, comme on le fait maintenant, entre deux notifications, un café, et cette fatigue étrange d'être déjà informé avant même d'être vraiment réveillé. Et là, tu vois passer les mêmes mots. Réarmement, drones, missiles, munitions, réservistes, défense européenne, menaces russes, haute intensité, économie de guerre. Ce ne sont plus seulement des mots de spécialistes, ce ne sont plus seulement des phrases de généraux prononcées dans des rapports que personne ne lit. Ils commencent à entrer dans le langage normal. La France se prépare à la guerre. Pas forcément à une guerre demain matin, pas forcément à une invasion, pas forcément à un scénario de film catastrophe avec sirènes, chars dans les rues et discours dramatiques à la télévision. Mais quelque chose a changé. La guerre est redevenue pensable. Et ça, c'est déjà énorme. Pendant longtemps, pour beaucoup de Français, la guerre était ailleurs. Elle était dans les livres d'histoire, dans les documentaires sur 14-18, dans les archives en noir et blanc, dans les souvenirs familiaux, dans les films, dans les cérémonies, dans les minutes de silence. Ou alors elle était loin, en Irak, en Afghanistan, en Syrie, au Sahel, en Ukraine. Elle existait, bien sûr, mais elle appartenait à d'autres paysages, à d'autres peuples, à d'autres vies. En Europe de l'Ouest, on vivait avec une impression étrange, celle que l'histoire était devenue plus calme. Pas parfaite, pas juste, pas pacifique partout, mais au moins ici, l'idée d'une grande guerre semblait appartenir au passé. On pouvait se disputer sur les retraites, le pouvoir d'achat, l'école, l'immigration, les impôts, les réseaux sociaux, mais rarement sur la possibilité même de devoir défendre physiquement le territoire, les routes, les infrastructures, les frontières, les alliances. Et puis, petit à petit, cette certitude s'est fissurée. La guerre en Ukraine a rappelé une chose très simple, presque brutale. L'histoire ne se termine pas parce qu'on s'est habitué au confort. Elle peut revenir. Elle peut revenir avec des chars, avec des drones, avec des missiles, avec des cyberattaques, avec des pénuries, avec de la propagande, avec des centrales électriques frappées, avec des villes qui deviennent des ruines. Et c'est peut-être ça, le vrai choc. Ce n'est pas seulement que la guerre existe encore, c'est qu'elle peut redevenir proche. Alors la France augmente son budget militaire. Elle parle de stocks de munitions, de défense antiaérienne, de drones, de réservistes, de dissuasion nucléaire, de préparation à des conflits plus durs, plus longs, plus intenses. Et derrière tous ces mots techniques, il y a une question beaucoup plus profonde. Qu'est-ce qu'une société devient quand elle recommence à se préparer à la guerre ? Parce qu'un pays ne se prépare pas à la guerre seulement avec des armes, il se prépare aussi dans sa tête. Il change sa façon de voir le monde. Il change sa façon de parler de l'avenir. Il change ses priorités. Il change son rapport à la peur. Pendant des années, on a surtout parlé de crise économique, de climat, de santé, de pouvoir d'achat, de solitude, de technologie. Et maintenant, une vieille question revient. Que vaut notre monde si nous ne sommes pas capables de le défendre ? Cette question est inconfortable, parce qu'elle casse une illusion moderne très agréable, l'illusion que la paix serait normale. Mais la paix n'est peut-être pas normale. La paix est peut-être une construction fragile, une parenthèse, un équilibre, un effort permanent. Et le problème, c'est que nous découvrons souvent la valeur de la paix au moment où elle commence à trembler. C'est là que le sujet devient philosophique. Se préparer à la guerre, ce n'est pas seulement acheter des armes, c'est accepter une idée terrible. La raison ne suffit pas toujours. Le commerce ne suffit pas toujours. Le droit international ne suffit pas toujours. La diplomatie ne suffit pas toujours. Les bonnes intentions ne suffisent pas toujours. Parfois, une société doit pouvoir dire « si quelqu'un nous attaque, nous pouvons résister ». Et là commence le paradoxe. Pour préserver la paix, il faut parfois préparer la guerre. Cette phrase est ancienne. On la connaît sous une forme latine. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Mais elle reste moralement troublante. Parce qu'elle signifie que la paix dépend aussi de la capacité à faire violence. C'est un paradoxe presque insupportable pour les sociétés modernes. Nous voulons vivre dans un monde de droit, de dialogue, de négociation,
de normes, de contrats. Mais la guerre nous rappelle que sous tout cela, il y a une question plus primitive. Qui peut empêcher la force brute de gagner ? Thomas Hobbes, par exemple, imaginait l'état de nature comme un monde où chacun pouvait craindre chacun. Pas forcément parce que tous les humains seraient mauvais, mais parce que sans puissance commune, sans protection, sans ordre, la peur devient rationnelle. Si personne ne peut garantir ta sécurité, tu dois te méfier. Et si tu dois te méfier, tu peux attaquer avant d'être attaqué. La peur produit la violence. La violence produit encore plus de peur. C'est pour sortir de ce cercle que les humains acceptent l'État. Ils donnent à une puissance commune le droit de les protéger. Mais que se passe-t-il quand la menace vient de l'extérieur ? Que se passe-t-il quand un État comprend que son ordre intérieur dépend aussi du rapport de force avec d'autres puissances ? Alors l'État se réarme. Pas seulement parce qu'il veut dominer, mais parce qu'il pense que sa fonction première est de protéger. Et c'est peut-être là qu'il faut comprendre la préparation française à la guerre. Pas comme une annonce que la guerre va arriver demain, mais comme le signe que le monde dans lequel la France pensait vivre a changé. Le confort stratégique a disparu. La paix n'est plus un décor, elle redevient un problème. Mais pourquoi maintenant ? Pourquoi cette impression que la France, et plus largement l'Europe, se réveille soudain dans un monde plus dur ? Il y a d'abord la guerre en Ukraine. Elle a montré que la guerre conventionnelle, massive, industrielle, longue, n'était pas morte. On avait beaucoup parlé pendant des années de guerre hybride, de terrorisme, de cyberattaques, d'opérations spéciales, de frappes ciblées. Tout cela existe encore. Mais l'Ukraine a rappelé une réalité beaucoup plus ancienne. Une guerre peut aussi être une affaire de boue, de tranchées, d'artillerie, de drones, de milliers d'obus, de lignes qui bougent lentement, de villes détruites, d'hommes épuisés. Et surtout, elle a montré que les armées modernes peuvent consommer énormément de munitions, énormément de pièces détachées, énormément de drones, énormément d'énergie, énormément d'argent, énormément de volonté politique. C'est là que la France a compris quelque chose de désagréable. Avoir une armée puissante sur le papier ne suffit pas. Il faut tenir dans la durée. Il faut des stocks, des usines, des hommes formés, des réserves, des chaînes logistiques, des capacités de réparation, des hôpitaux militaires, des systèmes antiaériens, des satellites, des renseignements, des drones. Bref, il faut une profondeur. Une armée, ce n'est pas seulement ce qu'on montre le 14 juillet, c'est aussi ce qui reste après 3 mois de conflit, 6 mois, 1 an, 2 ans. Et ce point est crucial. La guerre moderne n'est pas seulement une affaire de courage, c'est une affaire de production. Celui qui ne peut plus fabriquer, réparer, transporter, remplacer, finit par s'épuiser. C'est pourquoi on entend revenir l'expression « économie de guerre ». Elle ne signifie pas forcément que tout le pays va vivre comme en 1940. Elle signifie plutôt que la défense n'est plus pensée comme un simple budget parmi d'autres, mais comme une capacité industrielle. Il faut produire plus vite, stocker davantage, raccourcir les délais, avoir des entreprises capables de répondre à une urgence, ne pas dépendre complètement d'alliés ou de fournisseurs étrangers. Et là, on touche à une autre question philosophique. Qu'est-ce que la souveraineté ? Pendant longtemps, on a parlé de souveraineté comme d'un mot politique abstrait, mais la guerre rend ce mot très concret. Être souverain, ce n'est pas seulement avoir un drapeau, un hymne, une constitution. C'est pouvoir décider quand tout devient difficile, pouvoir produire ses armes, protéger ses réseaux, défendre son espace aérien, nourrir sa population, sécuriser ses routes,
garder une capacité de décision quand les autres hésitent. La souveraineté, c'est la liberté d'un pays dans un monde où tout le monde ne joue pas selon les mêmes règles. Et justement, la France se pose cette question dans un moment où la confiance envers les États-Unis devient plus incertaine. Pendant des décennies, l'Europe a vécu sous le parapluie américain. Même la France, qui aime se penser indépendante, a bénéficié de cette architecture. L'OTAN, les bases américaines, le renseignement, la logistique, les capacités industrielles, la puissance militaire des États-Unis. Mais que se passe-t-il si cette protection devient moins sûre? Que se passe-t-il si l'Amérique regarde ailleurs? Si elle devient imprévisible? Si elle demande aux Européens de payer davantage? Si elle réduit son engagement? Si elle conditionne sa protection à ses propres intérêts du moment? Alors l'Europe doit penser l'impensable. Et si nous devions nous défendre plus seuls? Cette question n'est pas confortable, parce qu'elle oblige à sortir d'une forme d'adolescence stratégique. Un adolescent peut se croire indépendant tout en vivant encore dans la maison de ses parents. L'Europe a parfois fait pareil. Elle parlait de puissance, de valeur, de diplomatie, mais elle dépendait largement d'un protecteur. Aujourd'hui, cette dépendance devient visible, et quand une dépendance devient visible, elle devient humiliante. C'est aussi pour ça que la France parle d'autonomie stratégique, pas seulement pour le prestige, mais parce que dépendre totalement d'un autre pour sa sécurité signifie que ta liberté politique est limitée. Si tu ne peux pas te défendre sans l'aide d'un autre, alors une partie de ton destin lui appartient. C'est une idée dure, mais elle est centrale. Dans la vie individuelle, on comprend très bien ce mécanisme. Celui qui dépend entièrement d'un autre pour survivre n'est jamais totalement libre. Il peut être aimé, aidé, protégé, mais il reste vulnérable. Pour un pays, c'est pareil. La sécurité n'est pas seulement une question militaire, c'est une condition de la liberté politique. Et c'est là que la préparation à la guerre prend un sens plus profond. La France ne se prépare pas seulement parce qu'elle pense qu'un conflit est possible. Elle se prépare parce qu'elle comprend que, dans un monde plus violent, la liberté d'un pays dépend de sa capacité à ne pas être paralysée par la peur. Mais ce raisonnement a un revers, parce que plus une société se prépare à la guerre, plus elle risque aussi de penser le monde à travers la guerre. Et c'est là que le danger commence. Se préparer peut être nécessaire, mais se préparer peut aussi transformer l'imaginaire collectif. Les ennemis deviennent plus présents, les budgets changent, les discours durcissent. Les citoyens s'habituent à l'idée d'un conflit. La peur devient un outil politique. Et parfois, à force de se préparer au pire, on finit par vivre mentalement dans le pire. C'est pourquoi il faut tenir deux idées en même temps. Première idée, une société naïve face à la violence est une société vulnérable. Deuxième idée, une société obsédée par la menace peut devenir prisonnière de sa propre peur. Toute la difficulté est là. Comment se défendre sans devenir une société de peur? Comment se préparer à la guerre sans désirer la guerre? Comment renforcer l'armée sans militariser les esprits? C'est probablement l'un des grands dilemmes de notre époque. Il y a une autre dimension qu'on oublie souvent. Préparer la guerre, ce n'est pas seulement une question militaire, c'est une question de sacrifice. Parce que l'argent qui va à la défense ne va pas ailleurs. Ou alors il vient s'ajouter à la dette. Ou alors il oblige à trouver de nouvelles recettes. Dans tous les cas, il faut choisir. Et choisir, en politique, c'est toujours dire à certaines choses « pas maintenant »,« pas autant »,« pas ici »,« pas pour vous ». Quand un pays investit davantage dans l'armée, il ne fait pas seulement un choix stratégique, il fait un choix moral. Il dit que la sécurité future mérite un coût présent.
Il dit que la possibilité d'une menace justifie de déplacer des ressources. Il dit que certaines dépenses invisibles aujourd'hui pourraient éviter une catastrophe demain. Et c'est très difficile à juger. Parce que si la menace n'arrive jamais, certains diront « on a gaspillé ». Mais si la menace arrive et qu'on n'a rien préparé, on dira « pourquoi n'avons-nous pas agi plus tôt ?» La défense est un domaine tragique. Si elle réussit, on ne voit parfois rien. Pas de guerre, pas d'invasion, pas de catastrophe. Et justement, parce que rien ne se passe, on finit par croire qu'elle ne servait à rien. C'est le paradoxe de la prévention. Une digue paraît inutile jusqu'au jour où l'eau monte. Un vaccin paraît superflu jusqu'au jour où la maladie revient. Une armée paraît trop chère jusqu'au jour où l'absence d'armée devient impayable. Mais ce raisonnement ne doit pas devenir une excuse automatique. On ne peut pas simplement dire « il y a un danger, donc tout est permis ». Car la peur est l'un des arguments politiques les plus puissants qui existent. Avec la peur, on peut justifier beaucoup de choses. Plus d'argent, plus de contrôle, plus de surveillance, moins de débats, moins de nuances. C'est pour cela qu'une démocratie doit se méfier même de ses peurs légitimes. Une menace peut être réelle et pourtant devenir un prétexte. Une analyse philosophique ne sert pas à dire « il ne faut jamais se préparer », ce serait naïf. Elle sert à poser les bonnes questions. Qui définit la menace? Qui décide du niveau de préparation? Qui paie? Qui profite? Qui vérifie que la peur ne devient pas une politique permanente? Parce qu'une société qui se prépare à la guerre doit rester capable de parler de paix. Sinon, elle se perd. La France se prépare à la guerre parce que le monde redevient plus dangereux. Mais elle se prépare aussi parce qu'elle a longtemps profité d'une tranquillité stratégique. On a voulu les bénéfices de la paix sans toujours penser à ses conditions. On a voulu croire que la guerre appartenait aux autres. Et maintenant, le réel revient demander l'addition. L'histoire ne prévient pas gentiment. Elle présente la facture. Mais il faut faire attention à une tentation. Quand la guerre redevient pensable, certains commencent presque à la trouver fascinante. Les cartes, les stratégies, les missiles, les discours de puissance, les images de drones. Tout cela peut créer une esthétique de la guerre, une manière de la regarder comme un spectacle. Mais la guerre réelle n'a rien d'esthétique. La guerre réelle, ce sont des corps blessés, brûlés, amputés, des corps qui tremblent, des corps qui ne rentrent pas. Ce sont aussi des familles qui passent leur vie à attendre un message. La philosophie doit rappeler quelque chose de simple. Se préparer à la guerre ne doit jamais signifier oublier ce qu'est la guerre. L'objectif d'une défense forte devrait être d'éviter la guerre, pas de l'embellir. Si la France se prépare, alors elle doit le faire avec gravité, pas avec excitation, avec conscience, pas avec orgueil, avec lucidité. Parce que la guerre n'est pas une aventure, c'est l'échec de tout ce qui aurait dû l'empêcher. Même quand elle devient nécessaire pour se défendre, elle reste une tragédie. La préparation à la guerre nous force aussi à regarder notre vulnérabilité. Nous aimons penser que nos vies sont construites sur des choses solides, le travail, la famille, la monnaie, les institutions, les routes, l'électricité, Internet, les frontières, les alliances. Mais une guerre montre que tout cela peut trembler. Elle révèle que la civilisation est plus fragile qu'elle n'en a l'air. Préparer la guerre, aujourd'hui, ce n'est donc pas seulement préparer des soldats. C'est préparer un pays entier à l'idée qu'un choc extérieur peut désorganiser la vie ordinaire. La paix, au fond, c'est aussi le droit à la banalité. Faire ses courses,
prendre un train, envoyer un message, dormir sans craindre une alerte. Et quand un pays se prépare à la guerre, il dit « Cette banalité n'est pas garantie, elle doit être protégée ». Alors, que faut-il penser de tout ça? Faut-il se réjouir que la France se réarme? Non. Faut-il s'en inquiéter? Oui, en partie. Faut-il s'y opposer par principe? Pas forcément. La réponse la plus honnête est plus difficile. Il faut comprendre pourquoi cela arrive, sans devenir prisonnier de la peur que cela produit. Cette préparation doit rester démocratique. Elle doit être discutée, contrôlée, expliquée, et rester au service de la paix. Sinon, elle peut devenir autre chose, une habitude, une fuite en avant, une industrie, une rhétorique, une politique de la peur. La grande question finale est là. Qu'est-ce qu'une société est prête à sacrifier pour se sentir en sécurité? De l'argent? Du confort? Des libertés? Une partie de son insouciance? Une partie de sa jeunesse? La paix n'est pas automatique. La paix est une conquête permanente. Et parfois, pour la défendre, il faut accepter de regarder la guerre en face, mais sans jamais l'aimer, sans jamais la rendre belle, sans jamais oublier que le but final n'est pas d'être prêt à détruire. Le but final est de rendre la destruction inutile. La France comprend que le monde qui vient ne garantira peut-être plus ce que le monde d'hier semblait offrir gratuitement. La sécurité, la stabilité, la protection américaine, la distance avec les conflits, l'idée que la guerre appartient toujours aux autres. Cette époque-là est peut-être en train de finir. Et la question n'est pas seulement militaire, elle est morale. Sommes-nous capables de défendre la paix sans devenir une société de guerre? Sommes-nous capables de prendre la menace au sérieux sans céder à la panique? C'est peut-être ça le vrai défi. Pas seulement avoir plus d'armes, mais garder assez de lucidité pour se rappeler pourquoi on les prépare.